Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout mon parc matériel images. Mine de rien, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait quand même 4 ans que j'ai ma boîte de prod, donc j'ai accumulé pas mal de matériel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel image. Vous allez voir qu'il y a certains investissements que j'ai faits qui étaient intéressants et d'autres un petit peu moins. Alors déjà, on va commencer par les optiques. Et notamment par celles que j'utilise pas. J'ai une valise de Carl Zeiss qui vont du 20 mm, j'ai quoi? J'ai un 20 mm, un 28, un 35, un 50, un 60 qui fait macro, un 85, un 135 et un 180. Donc ces optiques Carl Zeiss, c'est pas des CP2, c'est ni des Z2, donc à la base c'est des optiques photo qui ont 20 ans, qui étaient en Contax Yashica, et ces Contax Yashica on les a adaptés en monture Canon. Si t'as pas compris, je t'invite à regarder l'épisode que j'ai fait sur les bagues d'adaptation. Donc voilà, ces vieilles optiques qui étaient en Yashica à la base, des optiques photo qui étaient très bonnes pour l'époque, qui sont encore relativement très correctes maintenant, donc on les a passées en Canon. À côté de ça, on leur a mis une bague de crantage pour simuler un petit peu l'effet vidéo, donc la bague de mise au point n'est pas aussi longue que sur une optique vidéo, mais en tout cas elle est crantée, donc c'est plus facile de mettre un follow focus. Et enfin, on les a toutes adaptées au même diamètre, c'est-à-dire au diamètre 77. Donc si jamais tu veux mettre un filtre et que voilà, tu es sur une config un peu légère, donc tu n'as pas de matbox, et bah tu peux directement mettre le filtre sur l'optique, donc un filtre ND variable par exemple, ou un filtre polarisant. Alors ces optiques, au final, moi je les ai achetées au tout début de ma boîte, parce que j'ai vu une offre, j'ai fait « Ah, trop bien, des optiques Carl Zeiss et tout ». Bon, c'était un petit peu... peut-être un petit peu réfléchi vite. Ces optiques elles vont plus être pour de la fiction, et encore de la fiction un peu légère. Pourquoi de la fiction? Parce que c'est des optiques fixes et voilà, de la fiction légère. Alors ça peut avoir son avantage sur la fiction légère, voilà, si tu veux avoir un petit peu le grain du Carl Zeiss, mais moi comme je fais assez peu de fiction au final, voilà, je les sors pas trop. Donc là où je les sors le plus souvent, c'est en lock. D'ailleurs en lock, je les ai quasiment amortis. Je les loue à peu près 90 € jour. À côté de ça, en optique, je vais aussi avoir des petites optiques d'appoint, un 24-70 Sigma Art, un 12-35, donc il y a un équivalent de 24-70 pour micro 4 tiers de Panasonic, et je vais aussi avoir un 15 qui est équivalent 30 mm, toujours chez Panasonic. Maintenant, les optiques que j'utilise quasiment tout le temps, elles viennent de chez Sigma, la gamme Art. C'est deux optiques dont je vous ai déjà parlé plein de fois, et pour moi, mais ça révolutionne un petit peu le monde de la vidéo, et surtout de la vidéo run and gun. Ces deux optiques, c'est le 18-35 1.8 et son grand frère, le 50-100 1.8. Donc c'est des optiques photo à la base, parce que voilà, il y a pas de, ils ont sorti les mêmes en cinéma, mais qui ont la même formule optique, et c'est juste qui ont des bacs crantés, mais qui sont beaucoup plus chers. Donc ouais, non, moi j'ai pris les photos. Mais ces deux optiques, elles sont juste parfaite, parce que déjà, la formule optique, elle est juste géniale, et tout le monde s'accorde à dire que c'est la formule optique des Sigma Art est super sharp, super propre. Deux, avec ces deux optiques, tu couvres quand même quasiment toutes les plages de focale. Donc ok, entre le 35 et le 50, tu couvres pas vraiment, mais bon, globalement, voilà, il va te manquer que du 36 au 49. Parfois c'est un peu chiant, mais bon, globalement, tu couvres quand même une très grosse marge de plage de focale. Ensuite, et puis surtout ça, leur intérêt, c'est qu'un zoom 1.8, c'est super chaud à avoir. Quoi, je sais même pas si ça existe, à part peut-être des zooms ingénieux très chers, des zooms qui descendent, qui sont inférieurs à 2.8. Et là, on a un zoom 1.8. Et ça, pour le run and gun, allié au GH5, j'y viens tout à l'heure, mais ça, pour le run and gun, c'est juste parfait. À noter que ces deux optiques, c'est des optiques APS-C. Ça veut dire que si tu les mets sur un full frame, tu risques d'avoir du vignettage, mais de toute façon, en vidéo, théoriquement, on est sur du Super 35. Donc le Super 35, c'est l'équivalent de l'APS-C. Pareil, si c'est un peu complexe, je t'invite à regarder l'épisode sur le crop factor, ça risque d'être un petit peu plus clair pour toi. Bref, comme ces deux optiques APS-C, moi c'est parfait parce que ça passe sur mon GH5 et ça passe sur ma FS7. Et justement, ça me permet de passer à mes caméras. Alors déjà, j'ai une FS7 qui est un petit peu ma cam la plus classe. Bon, c'est pas non plus incroyable une FS7, mais voilà, c'est toujours sympa d'en avoir une. Donc j'ai une FS7. On l'a acheté à l'époque où j'étais encore avec mon ancien associé et je pense qu'on l'a acheté au bon moment parce que c'était vraiment le moment où la FS7 sortait et ça a un petit peu révolutionné la gamme de ce que j'appelle les caméras polyvalentes. Pourquoi polyvalentes? Parce que la FS7, concrètement, avec elle, tu peux faire du broadcast, tu peux faire du clip,
tu peux faire de la fiction, tu peux faire de la pub. Alors évidemment, dès que tu vas entrer dans le haut de gamme du clip, de la fiction et de la pub, voilà, tu vas plus te diriger vers une Red ou vers une Alexa, mais ça reste pratique. Et moi j'ai encore là un pote qui est chef-op la semaine prochaine sur une pub, une petite pub à 13 000 balles de budget, et bah il tourne en FS7. Donc l'avantage, c'est que c'est quand même une bonne caméra assez polyvalente. Et comme on l'a eu dans les premiers, on a réussi à bien l'amortir parce qu'à l'époque, elle était en rupture de stock partout. Alors globalement, c'est quoi les trucs bien avec la FS7? C'est que bon, déjà, elle a une belle gueule. Hein, quand tu la sors devant un client, ça fait plutôt classe. Ensuite, c'est une caméra, c'est pas un DSLR. Du coup, on retrouve des trucs sympas comme les entrées XLR pour le son ou les ND intégrés. Et les inconvénients de la FS7, moi j'en vois 3 principales. La première, c'est que c'est quand même lourd, hein, c'est quand même assez lourd une FS7, surtout quand à côté t'as du GH5. Deuxième truc un peu chiant, c'est qu'elle est pas stabilisée. Alors je sais pas si la FS7 Mark II est stabilisée, moi j'ai la FS7 Mark I, et donc en tout cas c'est un petit peu chiant, surtout quand à côté, on le verra tout à l'heure, mais t'as un GH5 qui est super bien stabilisé. Et le dernier inconvénient, c'est que Sony, oh là là, leurs accessoires, carte XQD, ça vaut super cher, leur batterie, ça vaut super cher. Enfin, tous les accessoires de la FS7, ça price beaucoup. Donc la caméra en soi, quand elle est sortie, était pas trop chère, mais tous les accessoires à côté étaient assez coûteux. Alors du coup, quand est-ce que j'utilise ma FS7? Je l'utilise soit quand je veux, entre guillemets, impressionner un client où je sais que voilà, il va être sensible à une vraie caméra, enfin en tout cas un boîtier qui a une vraie caméra, et surtout quand je fais du tournage ou du portrait en extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a quand même une dynamique qui est plutôt correcte, en tout cas qui est bien meilleure que celle du GH5. Et du coup, en extérieur, quand on va dire que tu maîtrises moins le contraste et la lumière que quand tu es en intérieur, bah, c'est quand même assez pratique. Ok, maintenant on passe à ma deuxième caméra. D'ailleurs, des caméras comme ça, maintenant j'en ai 3, j'en ai acheté encore une la semaine dernière pour le Black Friday. C'est des GH5. GH5, attention, plus Speed Booster. Alors un Speed Booster, qu'est-ce que c'est? Un Speed Booster, c'est une bague d'adaptation. Donc là, en l'occurrence, ce Speed Booster, ça fait l'adaptation entre le micro 4 tiers et les optiques Canon. Et du coup, ça va me permettre de mettre des optiques full frame. En plus, le Speed Booster va réduire le crop factor. Encore une fois, on regarde l'épisode sur le crop factor pour bien comprendre ce que c'est. Donc ça va réduire le crop factor, ce qui fait que j'aurai un crop dans l'image, hein, parce que quand tu adaptes une optique full frame à un capteur plus petit, tu as un crop, et ça, cette bague va réduire le crop. Donc il va être présent, mais beaucoup moins important, donc ça c'est bien. En plus, ça me fait gagner un diaph, et surtout, bah, ça va me permettre de mettre mes 2 zooms dont je t'ai parlé tout à l'heure, le 18-35 et le 50-100 1.8, ça fait gagner un diaph, donc du coup ça passe à 1.2, et donc là je peux te dire que le flou, eh ben, j'en ai, et du coup j'ai cette espèce de double potentiel qui est incroyable pour le run and gun. J'ai la stabilisation du GH5 qui a une putain de stabilisation. D'ailleurs attention, hein, le GH5 là, le GH5S ne l'a pas, mais le capteur est incroyablement stabilisé et vraiment, c'est quelque chose. Je ferai un épisode spécial stabilisation, mais la stabilisation du GH5, c'est incroyable. Et en run and gun, c'est juste parfait. Du coup, j'ai ça d'un côté, et en plus, grâce au Speed Booster et aux optiques Sigma Art, bah, je peux avoir des optiques en zoom, donc c'est super pratique le zoom, parce qu'en focale fixe, c'est un peu plus chiant le run and gun. Mais là, j'ai des optiques en zoom qui ouvrent extrêmement bas. Mais non seulement je vais avoir la faible profondeur de champ qui me permettra d'avoir du flou, parce que mes optiques ouvrent très bas. Si tu ne connais pas trop en flou et en vidéo, je t'invite à regarder la vidéo « Comment avoir du flou en vidéo ». Bref, cette config GH5, Speed Booster et les 2 Sigma Art pour le run and gun, c'est clairement vraiment très bien. Autre avantage de la caméra, c'est que contrairement au GH4, c'est une vraie caméra. Du coup, il n'y a pas de limite d'enregistrement, et ça c'est parfait parce que je vais les sortir en handgun, mais je vais aussi les sortir pour tout ce qui est long portrait, interview, captation de séminaire, et du coup ça en fait une caméra polyvalente qui passe dans 80 voire 90% des prestations que je fais. Et globalement, elle est pas très chère. Alors oui, un Speed Booster, ça va te coûter 500 ou 600 € hors taxe, et plus en TTC, et donc du coup ça va un petit peu monter ton prix, mais voilà, le GH5 en hors taxe c'est pas très cher, hein. Je crois qu'il doit être à 1400 €. Alors j'ai pas les prix en tête, mais globalement pour ce que c'est, moi je la trouve vraiment très accessible cette caméra, et voilà, avec la formule GH5 Speed Booster Sigma Art, t'as quelque chose d'extrêmement polyvalent. Alors oui, la dynamique est pas incroyable, oui, la sensibilité est pas non plus incroyable, mais
globalement ça fait le taf. Là je filme en GH5, c'est pas moche l'image. Donc non, concrètement, moi dans sa gamme, je trouve que le GH5 c'est ce qu'il y a de plus polyvalent, et même les éléments où il est pas super fort, et bah il fait quand même le taf. Donc clairement moi dans le combat Blackmagic Pocket GH5, moi je suis team GH5. Hein. Voilà, sinon en caméra j'ai aussi une PWX70, donc ça pareil c'est une caméra qui date de mon ancien associé, qui coûtait assez cher, on l'avait payé à sa sortie 2500 €. C'est une petite caméra broadcast, c'est cool parce que voilà, elle a un port SDI aux fesses, elle a des entrées XLR, et voilà, elle est plutôt pas dégueulasse, donc en sensibilité c'est pas non plus incroyable. Et puis bon, ce qui est chiant c'est qu'elle a une optique intégrée et un tout petit capteur, ce qui fait que voilà, en termes de flou, c'est compliqué, à part quand tu zoomes à balle, c'est compliqué d'avoir un flou, un bon flou. Donc voilà, c'est bien pour le broadcast, mais du coup je l'utilise pas parce que quand j'ai des prestats broadcast, donc de captation, bah, je vais plus me mettre avec mes 3 GH5 pour une question de matchement des cams. Et enfin, j'ai 2 GH4 que j'avais acheté en complément de mes GH5 quand j'ai des captas où je dois faire beaucoup de multicam. Pourquoi? Parce que l'image du GH4 et du GH5 matchent relativement bien ensemble, et ok, le GH4 n'a pas la stabilisation du GH5, ok, le GH4 est un petit peu moins bon en termes de sensibilité et en termes de dynamique, et aussi en termes de codec d'enregistrement, mais globalement ça reste une bonne caméra, et pour des trucs un peu simples, enfin pour le coup je me filmerai au GH5 là, au GH4 pardon, je sais pas si beaucoup verraient la différence. Donc dans une config où tu maîtrises ta lumière et tu maîtrises ton contraste, le GH4 va faire le taf. Après, oui, le GH4, c'est bien de lui mettre un speed booster pour récupérer ton flou et faire des images avec un joli bokeh derrière. Bokeh, ça veut dire flou, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je t'ai présenté mon parc matériel. Image, en tout cas, j'ai pas parlé de tous mes moniteurs. Hein, j'ai vraiment parlé caméra et optique. Il commence à être globalement bien complet. Moi, le souci, c'est que je suis un petit peu un acheteur compulsif, donc souvent j'ai envie de m'acheter plein de nouveaux trucs. Donc là, j'ai acheté récemment un GH5, donc je pense que je vais me calmer parce que ça me fait 3 GH5 avec 3 speed boosters. Je vais commencer, je pense, à réfléchir à les mettre en lock aussi, parce que c'est un moyen sympa de les amortir. Pour l'instant, je fais de la lock avec, mais c'est plus de la lock à des potes. Donc ouais, peut-être les mettre sur des sites genre Likeyshare. Mais je pense que niveau caméra et niveau optique, à moins qu'ils sortent vraiment un truc qui révolutionne un peu le game, je pense que je vais un petit peu me calmer. Après, à voir ce que les fabricants sortent. Mais là, à l'heure actuelle, niveau optique et niveau caméra, je pense que je suis plus que bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Je t'ai parlé de mon parc matériel, donc optique et caméra. Du coup, c'est à toi de me parler de ton parc matériel. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as, quel équipement, est-ce que tu en es content, est-ce que tu n'en es pas content, ton feedback, ça c'est est-ce que c'est parfait pour ça ou est-ce que c'est un peu chiant pour ça. N'hésite pas à faire en peut-être un peu plus court le travail que j'ai fait. Je suis quand même curieux de savoir le parc matériel des personnes qui regardent la chaîne. Et bien, je t'invite aussi, comme d'habitude, hein, à t'abonner, à liker si la vidéo t'a plu. Tu peux télécharger aussi, si tu veux, un petit guide. Donc j'ai plusieurs petits guides. Là, je vais te mettre le guide du vidéaste ou le guide des optiques. Ou alors, je te mets directement les deux. Et voilà, c'est des petits guides un petit peu PDF qui recensent de manière un petit peu plus formelle ce que je dis en vidéo. Voilà, j'espère que je te revois très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!